Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne française. Je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 19 juin, jeudi. Bonjour. Aujourd'hui dans notre numéro. Tulsi Gabbard, actuellement directrice du renseignement national, est tombée en disgrâce auprès du président Trump après avoir publiquement contredit son message sur les ambitions nucléaires de l'Iran. Deux membres politiques sympathisants, Chantal Hermenot et Félix Hermenot, ont discuté des différents sujets de la guerre en Iran et en Israël. L'ancien président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran était à quelques semaines de développer l'arme nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prononce son discours lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la pauvreté, le sous-développement et les conflits. Aujourd'hui, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, présent à la conférence de presse de l'OTAN, a prononcé un discours remarquable sur l'approche des conflits dans l'impasse la plus proche du sud-ouest de l'Iran et du nord d'Israël. L'article de CNN intitulé « Les États-Unis frappent Trump-Iran-Israël » rapporte que le président Donald Trump a approuvé en privé un plan militaire américain visant à frapper l'Iran. Tulsi Gabbard, actuellement directrice du renseignement national, est tombée en disgrâce auprès du président Trump après avoir publiquement contredit son message sur les ambitions nucléaires de l'Iran. En mars, Gabbard a déclaré à la commission sénatoriale du renseignement que les services de renseignement américains ne pensaient pas que l'Iran cherchait activement à se doter de l'arme nucléaire. Suite aux vives critiques de Trump et de ses alliés pro-guerre, elle a publié une vidéo avertissant que la rhétorique belliciste des élites pourrait rapprocher le monde d'un conflit nucléaire. La Maison-Blanche a réagi en publiant un clip édité omettant ses assurances sur le statut de l'Iran, ce qui, selon ses détracteurs, déformait ses vues au profit d'une ligne plus agressive. Des rapports récents indiquent que Gabbard a été écarté des discussions cruciales sur la sécurité nationale, Trump consultant plutôt un groupe restreint de conseillers sur la situation Iran-Israël. Ce fossé grandissant reflète un désaccord plus large sur la question de savoir si l'Amérique doit s'aligner sur les affirmations israéliennes selon lesquelles l'Iran est sur le point de développer l'arme nucléaire ou s'appuyer sur ses propres renseignements, ce qui suggère le contraire. En bref, la position anti-interventionniste de Gabbard, et son insistance sur le fait que l'Iran n'est pas sur le point de se doter de la bombe, l'ont mise en porte-à-faux avec l'évolution du message de politique étrangère de Trump, ce qui a réduit son influence. À la sortie d'un rassemblement humanitaire à Lyon, Félix Hermenot, ancien cadre dans l'industrie pharmaceutique, et son épouse Chantal, engagés dans une association caritative, ont partagé leurs réflexions sur l'importance des dons destinés à soutenir les opérations de secours à Gaza. Ce n'est pas seulement une question d'argent, explique Félix. C'est une manière concrète de montrer que nous, citoyens, refusons de rester passifs face à la souffrance humaine. Le couple évoque les différentes formes de soutien possibles. Contributions financières, collecte de matériel médical, parrainage d'initiatives locales et campagnes de sensibilisation. Chantal souligne, chaque don, petit ou grand, participe à sauver des vies. Il permet aux équipes sur place d'agir plus vite et plus efficacement. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence ici aujourd'hui, en ces temps particulièrement troublés sur la scène internationale. C'est avec gravité et responsabilité que je prends la parole devant vous, au nom du gouvernement de la République française. Depuis plusieurs semaines, le monde est témoin d'une escalade dramatique du conflit au Moyen-Orient, marquée par des affrontements violents entre l'Iran et Israël. Ces tensions, qui se sont propagées bien au-delà des frontières directes des belligérants, ont plongé la bande de Gaza dans une crise humanitaire d'une ampleur alarmante. Au cœur de ces événements, ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Gaza, déjà fragilisée par des années de blocus, de pauvreté et de manque d'accès aux ressources essentielles, est aujourd'hui le théâtre de destruction massive, de pertes humaines intenables et de déplacements forcés. Les structures médicales sont saturées, les ressources alimentaires sont quasiment épuisées, et les infrastructures vitales, y compris l'eau, l'électricité et les voies de communication, sont gravement endommagées. Face à cette détresse, la France ne saurait rester indifférente. C'est pourquoi, sous l'impulsion conjointe de plusieurs acteurs publics et privés, et avec la coordination du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un fonds de solidarité exceptionnel a été constitué. Aujourd'hui, nous avons le devoir de vous annoncer que ce fonds a reçu une contribution majeure, issue d'un don international de grande ampleur,
visant spécifiquement à soutenir les efforts de secours et de sauvetage menés dans la bande de Gaza, dans le contexte direct des attaques liées au conflit Iran-Israël. Ce don, dont le montant est significatif, permettra de renforcer les capacités d'intervention des organisations humanitaires opérant sur le terrain, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, ou de partenaires locaux et internationaux fiables. Il contribuera à l'acheminement d'une aide d'urgence, notamment médicale, alimentaire et logistique, vers les zones les plus affectées. Il permettra aussi d'appuyer les missions de recherche et de sauvetage, souvent menées dans des conditions extrêmement dangereuses, au cœur même des zones bombardées. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de générosité. Il s'agit d'un engagement moral, d'une réponse humaine à la souffrance de populations innocentes prises au piège d'un conflit qu'elles n'ont pas choisi. C'est également un signal clair adressé à la communauté internationale. La solidarité ne connaît pas de frontières, et la France, fidèle à ses valeurs, continuera de soutenir les actions en faveur de la paix, de la sécurité et de la dignité humaine. Je tiens à souligner que ce soutien ne s'inscrit en aucune manière dans une logique politique ou partisane. Il ne s'agit pas de prendre position dans le conflit, mais de venir en aide à celles et ceux qui souffrent. À travers ce geste, c'est l'universalité des droits humains que nous défendons. C'est le principe fondamental de l'humanité que nous faisons vivre. Nous appelons tous les acteurs concernés à permettre l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Il est impératif que les couloirs humanitaires soient respectés, que les travailleurs humanitaires soient protégés, et que les civils puissent bénéficier d'une assistance vitale sans condition. La France, en coordination avec ses partenaires européens et les Nations Unies, poursuivra ses efforts diplomatiques pour favoriser un cessez-le-feu durable et l'ouverture d'un dialogue politique. Mais parallèlement à cette action diplomatique, nous avons l'obligation d'agir concrètement, maintenant, pour soulager les souffrances immédiates. Je salue ici le courage des équipes sur le terrain, des médecins, des secouristes, des volontaires, qui risquent leur vie chaque jour pour sauver celle des autres. Ce sont eux, les visages de notre humanité commune. Ce don est aussi une reconnaissance de leur dévouement, de leurs compétences et de leur espoir tenace dans les valeurs de solidarité. Enfin, j'invite l'ensemble de la société civile française, entreprises, collectivités locales, associations, citoyens, à se mobiliser à leur tour. Chacun, à son échelle, peut contribuer à cette chaîne de secours. L'Agence française de développement mettra en ligne une plateforme dédiée pour faciliter les dons et centraliser les initiatives. Mesdames et messieurs, dans l'adversité, notre devoir est de rester fidèles à ce que nous sommes. Une nation attachée à la justice, à la paix et à la fraternité. Une nation qui se tient debout quand d'autres s'effondrent. Une nation qui ne détourne pas le regard quand le monde souffre. Que ce don serve de flambeau d'espoir dans les ténèbres de la guerre. Et qu'il rappelle à tous, ici et ailleurs, que la solidarité est, et restera, une force invincible. Je vous remercie. Touchés par les images des victimes civiles prises dans l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël, ils insistent sur l'urgence d'une réponse collective. Pour eux, la solidarité ne doit pas se limiter aux frontières géopolitiques. La douleur d'un enfant blessé à Gaza nous concerne tous, conclut-il d'une voix émue. Déterminés à poursuivre leur engagement humanitaire. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. L'ancien président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran était à quelques semaines de développer l'arme nucléaire. Cette affirmation contredit les évaluations des services de renseignement américains, qui affirment que l'Iran n'a pas réactivé son programme d'armement nucléaire. Dans un contexte d'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, Trump envisagerait de se joindre à la campagne militaire israélienne contre l'Iran. Des discussions sont en cours à Washington, la pression s'intensifiant des deux côtés de l'échiquier politique. Si certains alliés républicains soutiennent les frappes contre les infrastructures nucléaires iraniennes, d'autres, dont le sénateur Rand Paul et son ancien conseiller Steve Bannon, insistent pour que Trump obtienne l'approbation du Congrès. Israël a continué de mener des frappes en Iran, ciblant des installations nucléaires et des sites militaires, notamment le réacteur à eau lourde d'Arak et le site d'enrichissement de Fordo. L'Iran a riposté par des tirs de missiles à longue portée. Le nombre de victimes civiles s'alourdit, plus de 224 en Israël et potentiellement jusqu'à 600 en Iran, craignant une augmentation du nombre de cibles non nucléaires touchées. Les dirigeants européens et onusiens appellent à la diplomatie, les prochaines négociations à Genève laissant entrevoir un potentiel de percée diplomatique.
Dans les deux régions, les civils tentent d'évacuer leur foyer dans un contexte de coupure d'Internet et d'alerte aux missiles, tandis que les craintes d'un conflit régional plus large se multiplient. Face à l'escalade de la situation, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a averti qu'une intervention américaine pourrait déstabiliser toute la région, tandis que la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a prévenu que le monde était à quelques millimètres d'une catastrophe nucléaire. Trump a exigé la capitulation inconditionnelle de l'Iran, une mesure fermement rejetée par le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qui a menacé de graves conséquences si les États-Unis rejoignaient le conflit. Malgré une rhétorique agressive, les deux pays ont émis des signaux contradictoires concernant les résolutions diplomatiques. La situation reste instable, avec un potentiel d'escalade ou de résolution diplomatique. La communauté internationale continue de suivre de près l'évolution de la situation, exhortant toutes les parties à faire preuve de retenue et à rechercher des solutions pacifiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prononce son discours lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la pauvreté, le sous-développement et les conflits, implications pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. I now give the floor to the Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres. Mr. President, Excellencies, I thank the government of Guyana for Monsieur le Président, Excellences, je remercie le gouvernement de Guyana d'avoir organisé cet important débat. Votre équipe souligne un fait fondamental. Une paix durable exige un développement durable. Les flammes des conflits sont trop souvent allumées et alimentées par la pauvreté persistante et les inégalités croissantes. Nous avons vu à maintes reprises des conflits engloutir des vies et des institutions, anéantir les acquis du développement et déraciner des millions de personnes. Nous avons également constaté comment la pauvreté, les inégalités de développement, l'injustice, la colère et l'exclusion peuvent allumer la mèche de l'instabilité et des conflits. La pauvreté engendre le désespoir. Le désespoir alimente les troubles et, ensuite, déchire le tissu social. Les sociétés alimentent la méfiance, la peur et la violence. Lorsque des personnes se voient refuser des opportunités, les droits humains sont violés et l'impunité persiste. Lorsque la criminalité et la corruption prospèrent. Lorsque le chaos climatique déplace et déstabilise. Lorsque le terrorisme trouve un terreau fertile dans des institutions fragiles. La paix peut rapidement devenir un rêve lointain. Ce n'est pas un hasard si 9 des 10 pays ayant les taux de pauvreté les plus bas, les indicateurs de développement humain sont actuellement en situation de conflit. 40% des 700 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté vivent dans des zones de conflit ou fragiles, et la situation ne fait qu'empirer. Les conflits se multiplient et durent plus longtemps, déplaçant plus de 120 millions de personnes de leur foyer et un nombre sans précédent de personnes dont la vie et l'avenir sont perturbés. Les solutions se font rares en raison de la méfiance géopolitique et des divisions généralisées. L'économie mondiale ralentit. Les tensions commerciales s'intensifient, les budgets sont réduits drastiquement, tandis que les dépenses militaires explosent. Si la tendance actuelle se poursuit, les 2/3 des pauvres du monde vivront dans des pays fragiles ou touchés par un conflit d'ici 2030. Le message est clair. Plus un pays s'éloigne d'un développement durable et inclusif, plus il se rapproche de l'instabilité, voire du conflit. Monsieur le Président, depuis 80 ans, l'Organisation des Nations Unies œuvre pour faire progresser ces 3 piliers, la paix, le développement et les droits de l'homme. Ce travail essentiel se poursuit aujourd'hui, de nos 130 équipes nationales qui soutiennent les priorités nationales de développement, à nos casques bleus qui aident les pays à gérer les conflits et le relèvement, à nos envoyés et missions politiques qui assurent la médiation et la prévention des conflits et créent des liens avec les communautés, à nos efforts pour renforcer les systèmes nationaux de protection et soutenir la responsabilisation en matière de violation et d'abus des droits de l'homme, à notre commission de maintien de la paix qui unit la communauté internationale autour de notre cause commune de la paix, grâce au nouvel agenda pour la paix et au pacte pour l'avenir adopté par les États membres en septembre dernier. Nous renforçons ce travail.
Tout au long de ce processus d'examen et de réforme, nous sommes guidés par un principe simple: la prévention est le meilleur remède à l'instabilité et au conflit, et il n'y a pas de meilleure mesure préventive que d'investir dans le développement. Monsieur le Président, le développement donne une chance à la paix. C'est la première ligne de défense contre les conflits, mais pour l'instant, nous perdons du terrain après des décennies de progrès constants. Nous sommes confrontés à une urgence de développement. 10 ans après l'adoption de la lettre, 2/3 des objectifs de développement durable sont en retard. Le monde manque de plus de 4 000 milliards de dollars par an pour atteindre les ressources dont les pays en développement ont besoin pour tenir leurs promesses d'ici 2030. Ces pays sont malmenés par une marge de manœuvre budgétaire limitée, un fardeau de la dette écrasant et une flambée des prix. Le moteur du développement est en panne. La conférence sur le financement du développement, qui débute la semaine prochaine, constituera un moment important pour que le monde puisse réparer et renforcer ce moteur essentiel. Nous devons renouveler nos engagements nationaux et internationaux afin d'acheminer les financements publics et privés vers les zones les plus démunies. Nous devons apporter une aide urgente et approfondie aux pays subissant des difficultés financières non durables. Nous devons réformer l'architecture financière mondiale afin de refléter les réalités actuelles et les besoins urgents des pays en développement. Ce plan vise essentiellement à soutenir les pays dans leurs efforts pour promouvoir la paix et le développement durable, à garantir la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, les soins, le travail décent et la protection sociale, et à investir dans les technologies vertes et la résilience aux catastrophes et chocs climatiques. La construction de routes, d'eau et de systèmes alimentaires. Pour fournir de l'électricité à tous. Pour combler la fracture numérique et élargir l'accès à Internet à tous, tout en se prémunissant contre les dangers des nouvelles technologies. Pour bâtir des systèmes de justice et de gouvernance, dans lesquels les citoyens peuvent avoir confiance, et pour ouvrir les portes à la participation afin que les femmes et les jeunes puissent bâtir un avenir plus équitable, pacifique et durable. Monsieur le Président, Excellences. La paix ne se construit pas dans les salles de conférence. La paix se construit dans les salles de classe, dans les cliniques. Dans les communautés, la paix se construit lorsque les gens ont de l'espoir, des opportunités et un véritable enjeu pour leur avenir. Investir dans le développement aujourd'hui, c'est investir dans un avenir plus pacifique. Réaffirmons notre engagement envers la solidarité et l'esprit multilatéral qui ont façonné notre organisation à travers le monde. 8 décennies et veillons à ce que les dividendes de la paix, de la prospérité et de la sécurité soient bénéfiques à tous et garantis par tous. Je remercie le secrétaire général pour son exposé. I thank the Secretary General for his briefing. I now give the floor. Aujourd'hui, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, présent à la conférence de presse de l'OTAN, a prononcé un discours remarquable sur l'approche des conflits dans l'impasse la plus proche du sud-ouest de l'Iran et du nord d'Israël. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. L'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a prononcé un discours critique lors de la récente conférence de presse de l'OTAN concernant l'escalade des conflits près du sud-ouest de l'Iran et du nord d'Israël. Il a souligné la situation désastreuse qui se dessine dans ce qu'il a décrit comme une « impasse imminente » pour la stabilité régionale. Arsenault a souligné les intenses échanges militaires, frappes aériennes ciblant des sites nucléaires et militaires en Iran, conjugués à des tirs de missiles en représailles, qui risquent d'entraîner le Moyen-Orient dans une escalade incontrôlable. L'ambassadeur a insisté sur le coût humain, évoquant l'augmentation du nombre de victimes civiles et la destruction d'infrastructures vitales. Il a averti que sans une intervention diplomatique urgente, le cycle de la violence pourrait dégénérer en une guerre régionale à grande échelle. Arsenault a appelé toutes les parties à la plus grande retenue et a exhorté les membres de l'OTAN et la communauté internationale à soutenir les négociations de paix en cours, y compris les prochaines discussions à Genève. Mesdames et messieurs, membres de la presse, merci de vous joindre à nous aujourd'hui.
Nous nous réunissons à un moment critique, alors que l'escalade des conflits dans les régions frontalières du sud-ouest de l'Iran et du nord d'Israël présente des risques importants non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour la sécurité mondiale. Les récents événements ont conduit la communauté internationale dans une impasse précaire, où la diplomatie peine à contenir l'intensification du cycle de violence. Notre inquiétude collective s'accroît à mesure que les engagements militaires s'intensifient, que les victimes civiles s'accumulent et que la perspective d'une confrontation plus large se profile. C'est dans ce contexte que l'OTAN doit exprimer sa position avec clarté et détermination. La tension dans le sud-ouest de l'Iran, notamment sur des sites stratégiques tels que le réacteur à eau lourde d'Arak et l'installation d'enrichissement de Fordo, s'est intensifiée avec des frappes aériennes répétées attribuées aux forces hostiles dans la région. Ces frappes ont ciblé des infrastructures nucléaires, des installations militaires et des réseaux de soutien essentiels aux ambitions programmatiques de l'Iran. La riposte iranienne, notamment ses attaques de missiles sur les territoires voisins, signale une dangereuse escalade qui risque de déclencher une guerre régionale. Parallèlement, le nord d'Israël a connu une intensification des combats hostiles. Les forces de défense israéliennes ont mené des opérations de grande envergure visant à neutraliser les menaces perçues comme existentielles, en particulier celles émanant de factions soutenues par l'Iran. Ces actions militaires ont fait d'importantes victimes civiles, provoqué des déplacements de population et endommagé des infrastructures, exacerbant les inquiétudes humanitaires. Le scénario actuel place la région au bord d'une impasse, aucune des deux parties ne semblant prête à une désescalade ou à une résolution diplomatique immédiate. Nous constatons que les propos tenus par des personnalités clés, dont l'ancien président américain Donald Trump, qui affirme que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme nucléaire, n'ont fait qu'attiser les tensions. Ces déclarations sur une potentielle intervention militaire américaine aux côtés d'Israël menacent d'élargir l'ampleur du conflit. Parallèlement, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a lancé des mises en garde sans équivoque contre toute intervention étrangère, soulignant l'engagement de l'Iran à défendre sa souveraineté et à riposter à ce qu'il perçoit comme une agression. L'escalade des échanges de missiles, le bilan humain et les dommages causés aux infrastructures critiques démontrent le coût humanitaire considérable de ce conflit et l'urgente nécessité d'une désescalade. L'OTAN estime que la trajectoire actuelle est intenable. Un conflit militaire prolongé menace de déstabiliser le Moyen-Orient, avec de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Un tel conflit risque d'impliquer des acteurs régionaux et des puissances mondiales, faisant planer le spectre d'une conflagration plus vaste aux conséquences dévastatrices. Nous devons également reconnaître le rôle de la guerre de l'information dans ce conflit. Les coupures d'Internet généralisées, la propagande et les campagnes de désinformation ont entravé la transparence et alimenté la méfiance au sein des populations touchées par les violences. Dans ce contexte tendu, l'OTAN appelle toutes les parties à la plus grande retenue et à éviter toute action susceptible d'aggraver les hostilités. Nous demandons instamment la cessation immédiate des frappes aériennes, des tirs de missiles et de toute opération offensive mettant en péril la vie et les infrastructures civiles. Il est impératif que des corridors humanitaires soient mis en place pour permettre le passage en toute sécurité des personnes déplacées ou blessées dans le conflit. Par ailleurs, l'OTAN réaffirme son engagement à soutenir les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit par le dialogue et la négociation. Nous saluons les initiatives de médiation internationale en cours, notamment les prochaines négociations à Genève, qui offrent une occasion essentielle de désamorcer les tensions et de rechercher un règlement politique durable. Nous soulignons en outre l'importance du respect du droit international, notamment des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Toute action militaire doit respecter ces cadres juridiques, garantissant la proportionnalité, la distinction et la protection des populations civiles. D'un point de vue stratégique, l'OTAN reste vigilante et prête à contribuer à la préservation de la sécurité régionale. Bien que nous ne participions pas directement aux opérations de combat dans la région, notre alliance continue de suivre de près l'évolution de la situation et se tient prête à coopérer avec ses partenaires internationaux pour prévenir toute nouvelle détérioration. La complexité de ce conflit exige une approche multilatérale, impliquant les principales parties prenantes de la région et au-delà. Nous encourageons un engagement constructif de tous les acteurs concernés, notamment les États-Unis, la Russie, les membres de l'Union européenne et les organisations régionales, afin de coordonner les efforts en vue d'une résolution du conflit. En conclusion, l'impasse qui menace le sud-ouest de l'Iran et le nord d'Israël représente un test crucial pour la diplomatie internationale et le maintien de la paix. L'OTAN reste inébranlable dans sa détermination à promouvoir la stabilité, à protéger les vies humaines et à défendre l'ordre international fondé sur des règles. Nous appelons toutes les parties à saisir l'occasion du dialogue, à donner la priorité au bien-être des civils et à œuvrer pour un avenir exempt de menaces de guerre et d'escalade nucléaire. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Il a également souligné l'importance du respect du droit international et de la protection des civils en période d'hostilité.
Arsenault a conclu en réaffirmant la volonté de l'OTAN de contribuer à la stabilisation de la région et a appelé à un effort collectif pour sortir de l'impasse avant que le conflit ne s'aggrave. Davantage. 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. L'article de CNN intitulé « Les États-Unis frappent Trump-Iran-Israël » rapporte que le président Donald Trump a approuvé en privé un plan militaire américain visant à frapper l'Iran. Cependant, il n'a pas encore pris de décision définitive, préférant attendre le dernier moment possible en raison du caractère imprévisible de la guerre. L'article aborde également l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, Israël menant des frappes aériennes sur des installations nucléaires et des sites militaires iraniens, tandis que l'Iran riposte par des tirs de missiles contre Israël. Cette situation a entraîné des pertes civiles et des déplacements massifs de population, plus de 100 000 personnes ayant fui Téhéran. Les dirigeants européens et onusiens appellent à la diplomatie, les négociations à venir à Genève laissant entrevoir un potentiel d'avancée diplomatique. Cependant, les États-Unis ne se sont pas encore engagés à participer à ces discussions. L'article met en lumière la complexité des dynamiques géopolitiques, notamment la condamnation par la Chine des actions d'Israël et ses appels à la désescalade, ainsi que la volonté de la Russie de jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Merci beaucoup d'avoir suivi les informations aujourd'hui, c'est Maria Sarkozy qui vous quitte, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.